Donc je me tournerai maintenant vers une autre pensée, celle de Walter Benjamin, qui associe de même l'utopie à l'éveil, tout en pensant autrement le trajet qui doit mener à la sortie du sommeil, à la sortie du rêve. Dans le souci de préparer la confrontation avec l'époquée, tentons de nous porter tout de suite vers l'image dialectique, étroitement liée à la question de l'éveil. Pensée sous le signe de la fulgurance, l'image dialectique est l'énergie qui polarise soudain le champ du rêve, qui arrache le rêveur au sommeil et le projette vers l'éveil. Une part de l'originalité de Walter Benjamin provient de ce qu'il a pratiqué une conversion à l'utopie de grande ampleur. Il est d'autant plus porté à prendre au sérieux les utopies qu'il estime que pour rendre compte d'une époque, il convient de prêter la plus grande attention à la conscience onirique du collectif, à ses rêves. Aussi est-il déterminé à explorer des zones de l'histoire jusque-là négligées, voire ignorées. Aussi sa conversion à l'utopie est-elle sans précédent. Encore faut-il résister, selon lui, à la fascination, contrairement à ce que faisaient les surréalistes. C'est pourquoi Benjamin recommande d'avancer dans cette forêt vierge, je cite, avec la hache aiguisée de la raison, pour débarrasser les expressions du rêve, je cite encore, des broussailles du délire et du mythe. Il y va de l'émancipation. Il traite le XIXe siècle comme un rêve dont il faut s'éveiller, un cauchemar qui pèsera sur le présent tant que son charme ne sera pas rompu. Nous devons nous réveiller de ce que fut l'existence de nos parents, écrit-il encore. À dire vrai, la visée de Benjamin est plus cathartique, salvatrice que seulement critique. Elle cherche non le rejet des utopies, au nom d'une instance supérieure ou prétendument supérieure, comme la science par exemple pour Engels, mais leur sauvetage. Or, ce sauvetage des utopies passe précisément par une transformation de l'utopie ou de l'image de rêve en image dialectique. Il s'ensuit que dans le cas de Benjamin, la conversion à l'utopie ne saurait suffire. Elle doit connaître une complication, et cela dans l'intérêt de l'utopie, en ce que l'exercice du soupçon, en raison de l'ambiguïté qui habite l'utopie, doit aboutir à son sauvetage sous forme d'une métamorphose de l'image utopique en image dialectique sous forme de l'éveil. Que faut-il entendre par l'ambiguïté des utopies? Ambiguïté multiple. La manifestation et l'expression de l'ambiguïté dépendent avant tout du mélange, de l'enchevêtrement dans le rêve, de l'image utopique et de l'image mythique. Comme si ces deux images tiraient dans des sens contraires, opposés, l'une l'image mythique réactivant le rêve des origines, ce qu'on pourrait appeler la rémanence du destin dans le monde historique, l'autre, l'image utopique, prenant son envol ou tentant de le prendre vers un devenir autre qui serait en rupture avec le monde du mythe. Selon Benjamin, il semblerait qu'il existe des images de rêve dans lesquelles, à cause du mythe, reprenant une phrase de Marx, le mort saisit le vif, dans lesquelles le destin, soit la violence des dieux, fait retour. C'est pourquoi le mythe, en tant que réactivation de puissance originaire, retour de l'archaïque, bloque la force d'éveil de l'utopie, la paralyse
jusqu'à la détruire en répandant un nouveau sommeil. Il s'ensuit que si l'on veut rendre à l'utopie son pouvoir d'éveil, il faut neutraliser l'image mythique, réduire son pouvoir d'ensorcellement à zéro. On ne s'étonnera pas de ce que Benjamin ait mis en lumière l'ambiguïté de l'utopie, ce qu'il appelle précipiter des rêves du collectif, et ce qui a quand même l'avantage de donner une grande épaisseur historique à l'utopie. Dans la mesure où, dans l'exposé de 1935, il propose une théorie originale de l'utopie, selon laquelle cette dernière comprendrait toujours deux strates, et qui sont indissociables. L'une serait une strate historique qui correspondrait à la critique, mais aussi à la transfiguration du mode de production le plus récent. C'est ce qui se passe, par exemple, dans une partie de l'œuvre de Fourier. L'autre, historique, en deçà de l'histoire. Et c'est reconnaître d'emblée que l'utopie est une expression onirique composite, mixte, reposant dans sa dynamique même sur la compénétration de l'ancien et du nouveau. L'utopie ne peut donc être qu'ambiguë. L'ambiguïté est son élément. Cette propension à l'ambiguïté ne fait que s'aggraver quand on considère la seconde strate, celle qui renvoie à la préhistoire. En effet, Benjamin montre que la distanciation prise par rapport au mode de production le plus récent ne peut s'effectuer que si l'image plastique s'oriente vers le passé le plus ancien, c'est-à-dire la société sans classe. À suivre Benjamin, ce serait très exactement la compénétration du nouveau et des expériences relatives à la société sans classe qui donnerait naissance à l'utopie, soulignant une fois de plus le caractère composite de l'utopie, en ce qu'elle comprend à la fois des images venues du passé le plus lointain et des images de souhait appartenant au niveau. Or, cette insistance de la part de Benjamin sur le passé le plus lointain mène à une ambiguïté majeure, celle de l'âge d'or, l'objet d'une controverse avec Adorno au cours de l'été 1935. Sans revenir ici sur la controverse, retenons qu'Adorno ne cesse de rappeler à Benjamin que l'âge d'or serait l'ambiguïté par excellence, puisqu'il serait à la fois Arcadie et enfer, soit un mélange d'images de rêve et d'images mythico-archaïques. À écouter Adorno, Benjamin aurait accepté de façon acritique la catégorie de l'âge d'or et par son hypothèse dualiste des strates de l'utopie, aurait ouvert la porte à une image mythique dont il serait resté malgré lui prisonnier. À vrai dire, la critique d'Adorno est particulièrement sévère, aveugle au travail d'interprétation de Benjamin. Elle est injuste et non fondée. Adorno se méprend sur le travail de Benjamin. Ce dernier n'a pas reçu la catégorie de l'âge d'or comme la garantie rassurante de l'accès de l'époque à un futur prochain harmonieux, mais c'est dans un climat d'inquiétude suscité par la catastrophe qui menace qu'il a soumis le matériel onirique, les images de rêve du XIXe siècle, à un travail d'interprétation et de construction. Selon Benjamin, reprenant une image qui lui est chère, le sujet du rêve doit, je cite, tendre un arc entre le sommeil et le réveil. Comment Adorno a-t-il pu ne pas voir que Benjamin se tenait sur le seuil de l'image dialectique lorsqu'il déclare à la fin de l'exposé de 35, je cite, « L'exploitation des éléments du rêve au réveil est le cas type de la pensée dialectique. C'est pourquoi la pensée dialectique est l'organe de l'éveil historique. » Quoi qu'il en soit, quand Benjamin élabore la notion d'image dialectique,
il la présente et la conçoit avant tout comme une technique de l'éveil. Ce faisant, il apporte une contribution essentielle à la question qui nous retient, celle de l'utopie et de l'éveil. L'utopie est une force d'éveil historique dans la mesure où elle se transforme en image dialectique. Qu'est-ce à dire? La notion benjaminienne d'image dialectique ne manque pas d'étonner. Une image, en tant que telle, ne défie-t-elle pas la contradiction? Et en conséquence, n'échappe-t-elle pas à la dialectique? Ne l'est-elle pas foncièrement étrangère? Cette première objection peut être aisément dépassée, car dans le champ des images, la dialectique se définit sous la forme de l'ambiguïté, selon Benjamin. Dans l'exposé de 35, Benjamin déclare, je cite, « L'ambiguïté est manifestation figurée de la dialectique, la loi de la dialectique à l'arrêt. » Donc de ce passage essentiel, retenons trois orientations. D'abord, le rapport entre l'ambiguïté et la dialectique dans la sphère des images, comme si l'ambiguïté était la manifestation de contradictions possibles. Deux, la détermination d'une forme spécifique de pensée dialectique, la dialectique à l'arrêt. Trois, enfin, le retournement de l'ambiguïté. En effet, dès que l'on se tourne vers l'image dialectique, l'ambiguïté paraît changer de statut. Aveu de faiblesse de l'utopie, quand l'ambiguïté se manifeste sous la forme d'une intrication entre l'image de rêve et l'image mythique, soit le pays de Cocagne, soit l'âge d'or, l'ambiguïté se révèle soudain comme la voie qui va permettre à l'utopie de se débarrasser du mythe, en ce qu'elle lui ouvre la voie de la dialectique et donc celle de l'éveil. L'image dialectique, c'est donc une image qui a été d'abord ambiguë et qui, au moment de l'arrêt, devient subitement dialectique, laissant libre cours aux contradictions et libérant du même coup la vis utopica de l'image de rêve. De surcroît, l'ambiguïté introduit à une nouvelle figure de la dialectique à l'arrêt, plus complexe que celle que nous associons classiquement à la dialectique. Si l'on suit Benjamin, la dialectique n'est pas seulement déploiement des contradictions internes d'une totalité, et donc mouvement, elle peut être aussi immobilisation, elle peut être aussi arrêt, comme si la rencontre d'un phénomène non identique et non intégrable à un mouvement de totalisation, par exemple la souffrance, et je prends la souffrance par exemple d'un soldat napoléonien, au lieu de l'intégrer à l'histoire universelle, si on fait la dialectique à l'arrêt, eh bien sa souffrance vient interrompre le jeu des contradictions, ainsi que la relève destinée à les surmonter. Cette immobilisation de la dialectique est l'un des lieux de naissance et l'une des définitions de l'image dialectique dans l'œuvre de Benjamin. Je cite, « Lorsque la pensée s'immobilise dans une constellation saturée de tensions, c'est-à-dire de contradictions, apparaît l'image dialectique. » À cette nouvelle figure de dialectique revient donc la tâche de construire l'image dialectique, c'est-à-dire le lieu où la tension entre les contradictions est la plus forte et la plus intense. On pourrait dire l'arrêt sur l'image. À l'arrêt, en effet, l'ambiguïté se cristallise. Et là où les contradictions explosent, libérant la virtualité émancipatrice, voire révolutionnaire de l'image. Aussi, la construction d'une constellation saturée de tensions par immobilisation
n'est-elle pas un suspens contemplatif, mais un arrêt pratique, donc un arrachement à l'histoire, au continuum de la domination qu'est l'histoire, bref, un sauvetage. Nous l'avons déjà observé, c'est bien à l'immobilisation que Benjamin rapporte le surgissement de l'image dialectique et donc l'éveil historique. Le projet souvent réitéré de Benjamin dans Paris Capitale du XIXe siècle est de mettre au point, je cite, un essai de technique du réveil. Le guetteur de rêve, si je reprends cette expression magnifique de Victor Hugo dans L'homme qui rit, le guetteur de rêve a donc pour tâche de devenir un technicien du réveil, capable de trouver, ou plutôt de construire, la constellation du réveil. Autant à la différence des surréalistes, le guetteur de rêve veille à ne pas se laisser envoûter par le charme des mythes, tirant vers le néant, autant il lui importe de ne pas rejeter ni négliger ces formes de rêve, ces visions oniriques du collectif, au sein desquelles le rapport à la mort peut être surmonté. C'est dire qu'il ne suffit plus aux guetteurs de rêve de dévoiler la fausse monnaie des rêves du XIXe siècle, il lui faut encore prendre acte des rêves du collectif, leur accorder un degré de réalité, leur prêter attention, mieux en prendre soin en quelque sorte, parce qu'à certaines conditions, ils ouvrent une voie possible vers l'éveil historique. Dans l'esprit de Benjamin, il existe une étroite corrélation entre le rêve et le réveil. En effet, si le collectif exprime ses conditions de vie dans le rêve, il en produit l'interprétation dans le réveil. Cela veut dire que rêve et réveil sont étroitement liés. Le rêve est la condition de possibilité du réveil, puisque seule son interprétation est susceptible d'y donner accès. On mesure ici le statut complexe du rêve. Certes, un rêve ne conduit pas nécessairement à l'interprétation. Il peut s'enliser dans l'ensorcellement et alourdir le sommeil. Mais si tel n'est pas le cas, il peut aussi virer vers l'éveil. Benjamin accorde explicitement au rêve la chance d'entraîner, peut-être par la ruse, l'éveil. Je cite, « Le rêve attend secrètement le réveil. Celui qui rêve ne se livre à la mort qu'à titre révocable. Il attend la seconde où il s'arrache par la ruse à ses griffes. Il en va de même pour le collectif qui rêve et auquel ses enfants donnent une heureuse occasion de se réveiller. » Donc l'utopie, en tant que précipité des rêves du collectif, et ça c'est son épaisseur historique, peut à certaines conditions ouvrir la voie à la révolution. Donc lorsque Benjamin assigne aux techniciens du réveil de tendre un arc entre le sommeil et l'éveil, cela implique entre autres missions de focaliser l'attention et si besoin est son intervention sur les formes oniriques, les images du rêve du collectif. Double visage du réveil. Il rejette la part du mythe qui menace l'utopie et du même coup, il libère dans l'utopie l'image dialectique. De là la proposition suivante. Figure onirique plus éveil égale image dialectique. On pourrait prendre cette formule, là où était l'image de rêve, et maintenant l'image dialectique. Dialecticien, le guetteur de rêve le devient à plusieurs titres. En ce que Benjamin parvient à concevoir autrement le rêve. Le rêve, pris entre deux impulsions contraires, le sommeil ou l'éveil, se transforme en un moment, en une scène agonistique. L'image de l'arc
à tendre entre le sommeil et l'éveil, dit assez que dans le champ onirique se déroule une véritable bataille. Le rêve, loin d'être un havre de paix, comme qui assurerait une transition douce vers le futur prochain, doit être désormais pensé comme un moment et un lieu conflictuel, agonistique, où le collectif est écartelé entre l'impulsion à s'enfoncer dans un sommeil encore plus profond et l'impulsion à s'arracher à ce sommeil mortifère, à connaître le réveil. S'il est vrai que le rêve attend secrètement le réveil, il est non moins vrai que dès les premières manifestations du réveil se met en place une résistance à l'éveil. Je cite, « Les premières manifestations du réveil rendent le sommeil plus profond », prévient Benjamin. Aussi, contrairement à nos propositions antérieures trop simples, l'image dialectique n'est pas seulement une image de rêve affectée par l'éveil, à laquelle s'ajoute l'éveil, mais une image de rêve traversée, travaillée par la lutte pour l'éveil entre tendances adverses. Comme dans la situation analytique où les premiers signes de dénouage d'une structure névrotique, pathologique, peuvent susciter aussitôt un surcroît de résistance, tant la séparation du symptôme s'avère être dans un premier temps douloureuse. Donc nous disposons de deux réponses à la question comment s'opère la conversion utopique. Soit une conversion à l'utopie sur le modèle de l'épopée, et même en envisageant la possibilité d'une épopée utopique, soit une conversion à l'utopie sous forme de l'image dialectique. Alors, j'aurais pu confronter les deux, parce qu'il y a des points communs, l'immobilisation, etc., mais je vais laisser ça de côté quand même pour agréger, et j'indiquerai seulement deux points. Chez Lévinas, l'éveil se situe dans un registre éthique. Là, on parle même à un moment de folie éthique. Tandis que Benjamin mène un combat avant tout politique. C'est en ce sens-là qu'il se sépare du rapport que l'historien a à l'histoire. C'est un passage que j'aurais pu développer, mais que j'ai laissé de côté. Mais en dépit de cette différence, ont abouti l'un et l'autre à un résultat qui n'est pas rien. Ils ont changé l'un et l'autre le statut de l'utopie. À l'utopie pensée du côté de l'illusion, du côté de l'idéologie ou du côté du mythe, ils ont substitué l'utopie comme force et technique de l'éveil et du réveil. Il y a là un changement de statut qui, pour certains, est proprement scandaleux. Je viens maintenant à la conclusion. Alors, pour conclure, tournons-nous vers Thomas More, l'auteur de l'utopie. Ce dernier n'est-il pas déjà, dans un contexte historique et philosophique donné, un technicien du réveil? N'a-t-il pas inventé, en effet, une technique du réveil plus proche du matérialisme en ce qu'elle porte sur la transformation des conditions de vie? N'a-t-il pas tout à la fois élaboré une technique de l'éveil continué, dans la mesure où il a dessiné une voie inédite pour maintenir vivante et active la disposition utopienne, une heureuse rencontre de l'éveil et de l'utopie? La lecture de l'utopie n'apporte-t-elle pas la bonne nouvelle que les habitants de l'utopie connaissent pour l'époque une réduction sensible de la journée de travail ramenée à 6 heures? Vous voyez, c'est presque les 35 heures. Ainsi est décrite la technique du réveil qui porte sur le temps consacré au travail dans l'économie d'une journée. Plus remarquable encore est le souci de Thomas More de maintenir éveillés les utopiens, d'entretenir, de réactiver en permanence chez eux ce qu'on pourrait appeler la disposition de la tonalité affective utopienne. Extraordinaire en effet dans son écriture
car cette magnifique disposition y fait l'objet d'une expression extrêmement sobre. L'idée est en effet exposée en termes prosaïques, avec une sobriété telle qu'elle passe presque inaperçue, au point que nombre de critiques reprennent la vieille rengaine du statisme de l'utopie. Je lis ce passage de Thomas More. Aiguisé par les lettres, c'est-à-dire par la culture des lettres, qui est l'occupation de tous les utopiens lorsque leur travail est achevé, sauf certains, mais aiguisé par la culture des lettres, l'esprit des utopiens est éminemment propre à inventer des procédés capables d'améliorer les conditions de la vie. C'est ainsi que la technique du maintien de l'éveil, la culture des lettres, est ce qui permet de maintenir la disposition utopienne vivante. En quoi Thomas More, de par son intérêt pour les conditions matérielles de la vie, est en consonance avec ce que Maximilien Rubel appelle l'utopie socialiste de Marx, lorsque ce dernier décrit à la fin de son magnum opus, Le Capital, le règne de la liberté. Je cite, vous connaissez le passage, mais il n'est pas mauvais de le citer, c'est au-delà de l'empire de la nécessité que commence l'épanouissement de la puissance humaine qui est sa propre fin. Le véritable règne de la liberté, qui cependant ne peut fleurir qu'en se fondant sur le règne de la nécessité. La réduction de la journée de travail est la condition fondamentale de cette libération. La conversion utopique. La conversion à l'utopie investit donc la question de la temporalité et se donne en l'occurrence pour objet une inversion du temps de travail et du temps de loisir, ce dernier l'emportant en tant que règne de la liberté sur le travail comme armature du règne de la nécessité. Mais, et là je reviens à des penseurs contemporains, mais à se remettre en mémoire la révolution de Ernst Bloch quant au rapport du temps et de la mort, c'est-à-dire, contre Heidegger, non plus penser le temps à partir de la mort, mais penser la mort à partir du temps. N'apparaît-il pas alors que cette conversion, dans son investissement de la temporalité, est appelée à se montrer encore plus audacieuse? Ernst Bloch, l'auteur de l'esprit de l'utopie, n'invite-t-il pas à penser donc la mort à partir du temps? Geste effectivement révolutionnaire, en ce qu'il détrône la mort de sa position de maître absolu et touche du même coup à l'économie de la condition humaine. Ne pourrait-on aider en cela par Lévinas, lecteur de Ernst Bloch? Et je trouve qu'on ne s'interroge pas assez sur les rapports extrêmement présents et extrêmement féconds entre Lévinas et Bloch. Aider en cela par Lévinas, lecteur de Ernst Bloch, pousser l'audace un pas plus loin et imaginer que sous l'effet d'un tel renversement, le Dasein, en proie à son souci d'être, en son être, il y va de cet être même, fasse place à l'étang humain dans son rapport à l'autre étang, animé par le souci pour l'autre homme, par l'un pour l'autre qui en tant qu'autre ouvre les figures d'un avenir d'utopie. Le terme d'avenir d'utopie est de Lévinas. Et je cite, que le temps, écrit Lévinas, ne remonte pas à l'être pour la mort, que le temps, dans son avenir même, ne remonte pas à la finitude tendue vers l'être pour la mort, mais est une autre signification, qu'il y ait une autre éventualité dans l'analyse de la mort. Une autre signification, au Dasein être pour la mort, se substituerait l'humain utopique, l'homme animal utopique, l'être pour l'utopie, comme si l'utopie, l'avenir d'utopie, offrait soudain à l'étang humain, aux étangs humains,
sa possibilité la plus propre et la plus insigne, la conversion utopique.